j'ai voulu écrire un livre sur Christopher Nolan parce que, déjà, la première raison, c'est qu'il a un statut un peu à part à Hollywood aujourd'hui, puisque c'est un vrai auteur de blockbuster. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut faire vendre ses films sur son nom, ce qui n'est pas trop le cas dans l'industrie hollywoodienne aujourd'hui, surtout pour les blockbusters, où on voit plutôt que c'est soit des adaptations, soit des films de franchise qui permettent, qui sont les arguments de vente pour les studios pour mettre en avant les films. La deuxième raison, c'est que Nolan, c'est un réalisateur que beaucoup de gens adorent et beaucoup de gens détestent. Il me semblait intéressant de sortir de cet antagonisme et de se pencher vraiment sur sa mise en scène, sur son style narratif, sa manière de monter les films, pour, en quelque sorte, permettre aux gens de juger sur pièce et voir quel était vraiment l'intérêt de ce réalisateur au niveau de sa mise en scène, quoi. Une autre raison, c'est que Nolan, il se pose vraiment la question de qu'est-ce que c'est que l'image spectaculaire, qu'est-ce que c'est que l'expérience cinématographique. Il y a toujours une réflexion sur le sens des images, la croyance qu'elles suscitent, et il cherche toujours à faire la part entre ce qui relève de l'illusion et ce qui relève de la représentation. C'est pour ça qu'il a vraiment une position assez forte sur est-ce qu'il faut tourner en pellicule ou sur numérique, est-ce qu'il vaut mieux que les films aient une diffusion salle ou non. La question du format aussi, par exemple l'IMAX, c'est un sujet important pour Nolan. Et ensuite, sur une note plus personnelle, il se trouve que j'aime beaucoup ce réalisateur. J'ai découvert ses films, en fait j'ai découvert en premier Memento et ensuite Following, à un moment où moi-même je commençais à m'intéresser beaucoup aux films et à commencer à écrire aussi. Du coup c'est un réalisateur qui m'accompagne vraiment depuis une bonne quinzaine d'années sur le développement de ma cinéphilie et de mon écriture. Alors oui, c'est vrai que Nolan a souvent traîne un peu parfois cette image de petit malin avec des films à dispositif très forts. Et c'est vrai, et je pense que même lui en joue, puisque ses films ont toujours des partis pris scénaristiques très, très forts. Dans Memento, par exemple, c'est la narration inversée. Dans Le Prestige, c'est tout le jeu sur les illusionnistes. Dans Inception, c'est les rêves partagés. Dans Interstellar, c'est les trous noirs. Bref, on a toujours une espèce d'argument scénaristique très fort dont il joue et qui sert aussi au studio à marketer ses films. Après, si on parle de petit malin, je pense que ça implique deux choses que Nolan n'est pas. Enfin, ça implique deux choses sur les films de Nolan qu'il ne fait pas. La première, c'est qu'il n'est pas méprisant ou poseur dans sa manière de faire ses films et de dérouler ses scénarios. Au contraire, le spectateur, c'est toujours le point de départ et le point d'arrivée de ces films. Et il y a toujours une dimension très ludique dans la manière dont le spectateur interagit avec le film, que ce soit par leur côté immersif ou alors par la manière dont l'intrigue se déplie, avec des indices qui permettent au spectateur de se forger sa propre interprétation. La deuxième chose que Nolan ne fait pas, c'est utiliser des dispositifs gratuits qui n'auraient plus d'intérêt une fois qu'ils ont été résolus. Au contraire, à chaque fois, il y a une vraie raison, d'utiliser ces dispositifs pour rendre compte des situations dans lesquelles les personnages sont plongés. Par exemple, ce sont les souvenirs de Léonard dans Memento, ou alors les rêves partagés dans Inception. Il y a toujours une vraie justification à la fois scénaristique et sur la raison d'être des personnages. Enfin, ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que la grande affaire de Nolan, c'est de décrire la difficulté d'un certain rapport au monde de ces personnages. Et quand je parle de monde, en fait, ça a trois sens pour Nolan. La première, c'est que c'est une réalité matérielle. Le deuxième, c'est que c'est une réalité cohérente. Et le troisième, c'est que c'est une réalité sociale. Et on se rend compte que d'un film à l'autre, il y a toujours une de ces dimensions qui manque dans le film. Par exemple, dans Inception, c'est la réalité matérielle qui fait défaut, puisqu'on est dans les rêves partagés. Dans Memento, c'est la cohérence de la réalité qui fait défaut, puisqu'on a un personnage qui a littéralement un monde qui est sans dessus-dessous, puisqu'il est monté à l'envers, donc il reste à fabriquer totalement. Et enfin, sur la réalité sociale, on a des personnages qui ont souvent du mal à communiquer. On voit très bien dans Dunkerque, par exemple, les limites du langage et des langues les unes entre les autres. Et aussi, sur cette partie sociale, il y a aussi toutes les dimensions politiques
de Nolan qu'on voit dans la trilogie Batman notamment, où on a des personnages qui sont plongés dans des chaos sociaux, que ce soit par la guerre de tous contre tous dans Batman Begins, l'anarchie dans The Dark Knight, ou la démagogie de Bane dans The Dark Knight Rises. En effet, on reproche pas mal à Nolan de faire des films assez cérébraux et du coup un peu froids, mais j'ai voulu au contraire montrer dans le livre que ça se passait pas seulement au niveau du cerveau, mais qu'il faisait des films très sensoriels, avec une veine parfois mélodramatique. Pour la partie sensorielle, on le voit en fait dès l'un de ses tout premiers courts-métrages, qui est Doodlebug, où on voit un personnage enfermé dans une pièce qui est en fait prisonnier de plein de stimulations sensorielles. Donc stimulation visuelle et sonore. Donc il entend le téléphone qui sonne plusieurs fois, il y a plein d'horloges qui font un tic-tac assez insistant, et il est à la recherche d'une espèce d'image invisible qui se promène dans la pièce et qu'il cherche, c'est comme une bestiole en fait qu'il essaye d'écraser. Et en fait cette idée de bulle visuelle et sonore qui piège le spectateur, c'est quelque chose qu'il a développé jusqu'à Dunkerque. Puisque Dunkerque, c'est vraiment la même chose, mais en IMAX, en gigantesque. Et c'est vraiment conçu comme une bulle visuelle et sonore, où l'illustration musicale se mélange au sound design et donc au fracas de la guerre, et où les images sont réduites à des sensations presque impressionnistes, quoi. Ça, c'est pour la partie sensorielle. Et il y a aussi une dimension mélodramatique, je trouve, dans ces films. Déjà, avec l'omniprésence du deuil, en fait, la plupart des personnages de Nolan sont en deuil. Dans Memento, il a perdu sa femme. Dans Le Prestige, il y a aussi une histoire de fiancé qui est décédé. Dans Inception, bien sûr, c'est toute l'histoire de Cobb qui n'a de cesse de voir l'image de son épouse décédée. Et enfin, dans Interstellar aussi, on a un père qui est solitaire sans son épouse. Vraiment, le but de Nolan, c'est de montrer la manière dont la réalité perd de sa cohérence et de son sens une fois qu'on n'a plus l'être aimé. Pour moi, Interstellar, c'est le film qui résume le mieux ce côté mélodramatique, puisqu'il place les relations humaines au cœur du dispositif narratif. Il y a par exemple cette scène très émouvante où Cooper voit la vie de ses enfants défiler en quelques minutes, alors que pour lui, ça représentait des années. C'est vraiment un thème typique du mélodrame, le passage du temps, qui est ici utilisé dans sa partie science-fiction. Et on a aussi, ce que je trouve intéressant dans Interstellar, c'est le fait que une relation intime entre un père et une fille a des implications universelles dans l'univers Interstellar. En m'intéressant au cinéma de Nolan, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est son attrait pour la technique. Ces personnages sont toujours équipés de dispositifs techniques. Dans Memento, par exemple, c'est Léonard qui se promène jamais sans son Polaroid. Dans Le Prestige, ce sont les illusionnistes avec leurs accessoires. Dans Batman, bien sûr, ce sont les gadgets. Dans Inception, c'est le dispositif de rêve partagé. Dans Interstellar, ce sont les vaisseaux spatiaux dans lesquels ils se déplacent. Et ce que j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que en fait, ces dispositifs techniques sont toujours à double tranchant. D'un côté, en fait, on voit qu'il y a un vrai enthousiasme de Nolan à nous montrer comment il fonctionne. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans Inception et Interstellar de voir qu'il passe la première moitié du film à soulever le capot de la machine et à nous montrer comment elle fonctionne, en fait. Donc ça, c'est vraiment, il y a un vrai enthousiasme en fait pour la manière dont les machines fonctionnent. Mais comme je le disais, ces dispositifs sont à double tranchant parce que Nolan, il se livre aussi à une vraie critique de ces dispositifs techniques. Et c'est comme ça aussi qu'on peut interpréter les fins d'Inception et d'Interstellar. C'est que en fait, il y a l'idée que la technique ne sert pas seulement à explorer, mais elle sert aussi à dupliquer et donc à produire en quelque sorte une pâle copie de la réalité. Et donc on peut interpréter ainsi la fin d'Inception et d'Interstellar au sens où on a à chaque fois une réalité qui est nimbée d'irréalité,
comme si elle avait été standardisée. Et finalement, le plan final d'Inception, avec la toupie dont on ne sait pas si elle va s'arrêter ou non de tourner, l'enjeu c'est moins de nous dire si elle va s'arrêter ou non, c'est de montrer un monde en fait, qui a été contaminé par le doute, dont on ne saura jamais s'il est la réalité. Et c'est ce doute-là qui intéresse, je pense, Nolan. Et c'est finalement un peu la même chose à la fin d'Interstellar, avec un personnage confronté à une réalité standardisée. Donc il y a toujours cette hésitation, est-ce que voilà, on est vraiment dans la réalité, est-ce qu'on est dans un rêve, et ce qui est intéressant, c'est pas l'un ou l'autre, c'est le fait qu'il y ait une hésitation. Je dirais Interstellar, parce que pour moi en fait c'est un peu le plus complet, et qui résume tout ce qu'on vient de se dire avant. On y trouve à la fois la grande machine narrative, le côté très immersif, et surtout un art du montage vraiment très intéressant qui relie des réalités sans commune mesure, de la chambre d'une petite fille jusqu'à l'immensité de l'univers. Et enfin, c'est un film sur sa partie mélodramatique que je trouve vraiment très réussi, puisqu'il place une réalité intime au centre d'un problème qui est vraiment universel. Après notre livre sur J.J. Abrams, c'était presque naturel, j'ai envie de dire, de faire un livre sur Christopher Nolan, puisque ce sont les deux réalisateurs aujourd'hui qui incarnent vraiment un rapport hyper intéressant avec Hollywood. On a J.J. Abrams, qui est, on va dire, un acteur phare d'Hollywood qui fait du cinéma d'auteur, et on a Christopher Nolan, qui pour moi est un cinéaste d'auteur qui fait vraiment des films au cœur d'Hollywood. C'est vraiment comme si c'était les deux faces de la même pièce. À titre personnel, moi je suis très très intéressé par Christopher Nolan. Alors déjà, il y a The Dark Knight que je considère comme vraiment un des films essentiels de ces 2 dernières décennies. Alors contrairement à l'auteur du livre, Timothée, j'aurais pas du tout mis Interstellar comme film préféré. J'ai toujours pas compris ce truc d'Interstellar avec des fusées qu'il faut construire où ça prend des années à réussir à faire décoller une fusée de la Terre, et puis une fois que la fusée a décollé, on s'aperçoit qu'en fait sur la fusée, il y a des vaisseaux comme dans Star Wars qui permettent d'aller sur des planètes. Juste envie de dire, les gars, il fallait juste prendre les vaisseaux dès le départ pour quitter la Terre, hein. C'était pas la peine de vous prendre la tête à construire des énormes fusées comme ça. Je plaisante, mais c'est un truc qui aussi traduit parfois mes interrogations par rapport à Nolan. C'est que, effectivement, pour moi, c'est un réalisateur qui fait des films hyper sérieux, très maîtrisés, et où il y a vraiment quelque chose d'attractif dans cette maîtrise. Et en même temps, il y a des moments où, sur des détails, sur des choses, on a l'impression qu'en fait, ils s'en fout. Et du coup, ça m'a toujours intrigué sur, ok, mais ce mec, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Est-ce que, en fait, la question de la maîtrise chez lui n'est pas juste un vernis qui, en fait, cache un mec qui a vraiment juste envie de raconter des histoires, de faire des trucs très très émotionnels, avec des personnages qui sont beaucoup plus torturés qu'ils en ont l'air. Et du coup, j'étais vraiment, en tant qu'éditeur, excité à l'idée de lire un livre et de travailler sur un livre qui allait poser ces questions. Bon, je sais que je suis un peu de parti pris, mais je pense que le livre répond clairement à ces questions. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé dans le livre de Timothée, quand on a décidé de le signer, c'est que de la même manière que Erwan Desbois, quand il parle de J.J. Abrams, il ne va pas du tout aborder la question des gimmicks de J.J. Abrams, genre de la lens flare, des effets visuels et tout ça. Il va vraiment se focaliser sur autre chose et ce qui fait le cœur du cinéma d'Abrams. Et je pense que dans le livre sur Nolan, c'est un peu la même chose. Par exemple, je suis hyper content qu'on n'aborde pas du tout la question que tout le monde va nous poser à chaque fois, c'est « Ah mais alors, est-ce que vous parlez du plan quand Marion Cotillard meurt dans The Dark Knight Rises? Alors pourquoi elle meurt comme ça? Alors est-ce que c'est elle qui joue mal? Est-ce que c'est lui qui a gardé la mauvaise prise? Est-ce que tout ça ?» Voilà, on est dans un bouquin qui évite ces questions-là, on est focalisé sur vraiment l'analyse et pourquoi Christopher Nolan est aujourd'hui un réalisateur important dans la cinéphilie mondiale.